À Reykjavik, fin de la rencontre Reagan-Gorbatchev. Cette rencontre aurait permis des progrès dans les domaines du désarmement et des droits de l'homme. Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste, propose d'avancer le congrès national de son parti, prévu en octobre 87, au début de l'année prochaine. Et puis Stade de deuxième, belle victoire de Guy Forget au tournoi de tennis de Toulouse. Et dans quelques minutes, en direct de Mexico, à la fin de ce journal, le départ du Grand Prix de Formule 1. Prost est en position difficile. Nous sommes le dimanche 12 octobre 1986. Cela fait 569 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 508 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 218 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et 158 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir, la rencontre de Reykjavik vient de s'achever. Elle ne devait pas être, a priori, un sommet, un vrai, c'est-à-dire l'occasion d'entretiens complets entre Américains et Soviétiques, accompagnés de manifestations officielles. Pour ces dernières, pas de changement, seule Mme Raïssa Gorbatchev était en vedette. Mais pour les conversations Reagan-Gorbatchev, c'était réellement un sommet. Au point que le porte-parole américain disait cet après-midi que des progrès avaient été enregistrés dans tous les domaines de discussion liés au désarmement ainsi que sur le problème des droits de l'homme. Un entretien supplémentaire, Reagan-Gorbatchev a même été nécessaire. Reykjavik, Antenne 2, Georges Bortoli. Ça continue, a dit Ronald Reagan en sortant de la séance de ce matin. Surprise. Cette séance aurait dû en principe être la dernière. Et voici que les deux leaders ont décidé de jouer les prolongations. Pourquoi? Parce que des compromis semblent s'esquisser sur le désarmement, en particulier sur les fusées nucléaires stratégiques. C'est en tout cas l'entourage de M. Gorbatchev qui l'affirme. Une séance de plus permettra peut-être de progresser encore. On va donc se revoir après le déjeuner. Actuellement, le soir tombe sur l'Islande et les deux hommes qui devaient en principe se séparer à midi donnent la preuve, par cette prolongation aussi spectaculaire qu'imprévue, de leur coriacité dans la discussion. Les quelques indiscrétions qui filtrent tant du côté américain que du côté soviétique semblent indiquer que la raison principale de cette prolongation, c'est les fusées stratégiques, les grosses fusées nucléaires que les soviétiques et les américains peuvent s'expédier par-dessus l'Atlantique et dont on voudrait bien diminuer le nombre de 30%, mais avec toutes sortes de préalables qui rendent cette diminution difficile. Et puis, il y a les fusées européennes, les Pershing, les missiles de croisière, les SS-20. Le désarmement est un sujet d'une complexité infinie. Ceci explique que ces entretiens de Reykjavik aient duré plus longtemps que prévu. En marge de l'événement Reagan-Gorbatchev, un incident s'est produit au large de l'Islande. Les gardes-côtes islandais ont arrêté le Sirius, bateau de l'organisation Greenpeace, qui tentait d'entrer dans le port de Reykjavik pour manifester contre la guerre. Le président du gouvernement luxembourgeois, M. Jacques Santer, dans un entretien avec des journalistes de l'agence France-Presse, évoque la mise en service du premier réacteur de la centrale atomique de Cattenom en Moselle. Nulle part au monde, il n'y a de situation semblable à celle que le Luxembourg connaît face à cette centrale. Nulle part au monde, dit M. Santer, un accident technique majeur d'une centrale installée sur un territoire voisin ne met en cause la souveraineté nationale d'un pays et la survie de tout un peuple. C'est ce que vient de dire le président du gouvernement du Luxembourg. Au Salvador, le nombre des victimes du tremblement de terre de vendredi serait beaucoup plus important que prévu. Il y aurait au moins 400 morts et des milliers de blessés selon un bilan publié par la Croix-Rouge. Les secours continuent d'affluer des pays voisins et d'Europe pour soigner les victimes et aider les secouristes. Commentaire Dominique Thiers. Il est sauvé comme des centaines d'autres qui ont pu être secourus à temps. Dans des hôpitaux de fortune, souvent en plein air, les blessés ont reçu les premiers soins d'urgence. Cage thoracique défoncée, fracture du crâne, les équipes médicales du Salvador et du monde entier travaillent sans relâche. 6000 blessés ont déjà été recensés par la Croix-Rouge internationale. Difficile en revanche d'établir pour l'instant le nombre des victimes. La liste macabre s'allonge d'heure en heure, malgré les efforts des secouristes. Dérisoire. Des scies à métaux pour dégager les énormes armatures des bâtiments effondrés. Sous cet immeuble, des dizaines de personnes encore prisonnières, encore bloquées, et depuis 48 heures. Les équipes américaines et françaises sont arrivées sur place avec du matériel de détection perfectionné, avec des chiens spécialement entraînés. Aux abords de la capitale, ce sont les quartiers les plus pauvres qui ont été les plus touchés.
20 000 personnes seraient sans abri, les familles s'entassent dans la rue et couchent à même le sol. Malgré l'aide internationale, les Salvadoriens manquent encore cruellement de nourriture, de vêtements, de tentes, de médicaments. Dans les centres de distribution, on recense peu à peu les besoins. L'eau, l'électricité ont été partiellement rétablies. À San Salvador, la vie reprend, lentement. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Lionel Jospin, vient de proposer à Avallon, dans le département de l'Yonne, que le congrès national de son parti, qui était prévu à l'automne 87, soit avancé de 6 mois. Monsieur Jospin veut accélérer la réflexion des socialistes en vue de l'élection présidentielle de mai 1988. Commentaire Serge Misseret. À l'évidence, Lionel Jospin est inquiet. Il y a de quoi. D'abord, au niveau des électeurs. Si vous avez regardé l'émission L'heure de vérité la semaine dernière, vous avez pu constater au cours du télésondage réalisé pendant l'émission qu'une majorité de Français souhaite que pour l'instant le Parti socialiste ne revienne pas aux affaires. Deuxième sujet d'inquiétude, les militants. Désorientés par la cohabitation, ils souffrent actuellement d'une absence de programme, d'une ligne de force autour de laquelle ils pourraient se mobiliser. Pour ces raisons, attendre jusqu'à la fin de l'année 87 pour définir de nouveaux objectifs comporte donc un risque majeur pour les socialistes, celui de s'y prendre trop tard, à 6 ou 7 mois seulement de l'élection présidentielle de 1988. À cela, il faut ajouter que l'élection de Haute-Garonne a suscité des critiques au sein même du Parti socialiste. On a reproché à Lionel Jospin son éloignement, on lui a reproché son manque de combativité, notamment messieurs Popren et Mauroy. Une clarification s'impose là aussi, et pour toutes ces raisons, Lionel Jospin propose donc d'avancer la pendule. Réaction il y a quelques minutes de Jean Popren, l'avancement du Congrès serait une sage décision. Le Front National faisait la fête hier et aujourd'hui au Bourget, près de Paris. Le parti de Jean-Marie Le Pen, fort de ses 34 députés élus au mois de mars dernier, a rassemblé plusieurs milliers de sympathisants. L'occasion pour son président de rappeler son opposition à la loi électorale, au découpage ainsi qu'à la politique suivie par le gouvernement en matière de sécurité. Reportage Pascal Guimier et Roger Mathurin. Quelques crânes rasés, c'est vrai, pas beaucoup cette année, ils sont devenus indésirables. Interdiction de les filmer, le Front National ne veut plus d'une image qui lui colle toujours à la peau. Le navire, on a suffisamment souffert, merde, Alors place au spectacle, le vrai. Cette ombre de Lily Marlène, qui essaye-t-elle donc d'enjôler? Pour qui se déhanche cette Brigitte Bardot en simili-cuir? Mais pour qui donc chante le Golden Gate Quartet? Eh bien pour un seul et même homme, bon enfant, Jean-Marie Le Pen poussera lui-même la chansonnette. Du Negro Spiritual au Kyrie eleison, l'espace de quelques heures. Sur la même scène en effet, ce matin, devant près de 3000 fidèles, un office religieux en latin comme au bon vieux temps. D'une prière à l'autre, d'un stand d'exposant à l'autre, en leitmotiv, une même ferveur quasi mystique. Le Pen, c'est notre Dieu. On choisit celui qu'on veut. Le Pen, c'est notre Dieu. Colifichés et souvenirs, folklore bien français, kermesse populaire arrosée de petits vins de pays, et puis, bien sûr, jeu de massacre, car après tout, on était aussi là pour faire de la politique. Une salle archi-comble pour un feu d'artifice de critique contre les gouvernements passés et actuels. Jean-Marie Le Pen croit plus que jamais en son étoile et se pose sans complexe aucun en solution de recours. Nous dénonçons au pays ce que nous pensons être des faiblesses ou des complicités. Et nous sommes là dans notre rôle, préservant ainsi, mesdames et messieurs, une alternative nationale au cas où l'échec prévisible de Jacques Chirac obligerait la France, malheureusement, à faire un détour supplémentaire par le socialisme, comme il le fit déjà faire en 1981. Pour le président du Front National, déjà candidat au présidentiel, rien ne va. Économie, terrorisme, natalité, mais surtout immigration, tout lui est bon pour dénoncer les gouvernants.
Jean-Marie Le Pen ne perd plus une occasion de réaffirmer qu'il est dans l'opposition pure et dure. Il y a quelques minutes, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev viennent de se séparer à Reykjavik, séparés avec le sourire. Les deux hommes doivent prendre leurs avions respectifs pour regagner leur pays. Georges Bortoli, je crois que vous êtes en direct avec nous de Reykjavik. Alors peut-être les dernières informations sur ce sommet États-Unis-URSS. Finalement, ils sont sortis après cette journée interminable et sans doute épuisante pour eux, et pourtant ils avaient l'air assez frais tous les deux dans le vent coupant de l'Islande. Pourquoi cette attente interminable? Pourquoi ce sommet s'est-il prolongé d'une façon qu'on ne voit pratiquement jamais dans les rencontres au sommet? Nous n'allons pas tarder à en savoir davantage. Je vous téléphone depuis une salle de cinéma de Reykjavik qui a été équipée spécialement pour la conférence de presse que M. Gorbatchev va nous faire d'ici quelques instants. Donc nous allons savoir de la bouche de M. Gorbatchev lui-même de quoi il s'est agi, pendant que M. Schulz, de son côté, le secrétaire d'État, va briefer, comme on dit, les journalistes américains et leur donner la version américaine de l'événement, car je pense qu'il y a bien événement, puisque ces deux hommes ont parlé beaucoup plus longtemps que prévu. Merci Georges Bortoli. Éventuellement, vous intervenez peut-être pour savoir la date d'un futur sommet américano-soviétique dès le début de l'année prochaine. À partir de ce soir minuit, les visas obligatoires sont instaurés pour tout étranger entrant en France. Cela fait partie des mesures de sécurité prises après la série d'attentats commis à Paris. Hier, on apprenait que l'Algérie, en réciprocité, instaurait des visas à titre provisoire pour les Français entrant en Algérie. Alors avec Patrice Velay, voyons quels sont les étrangers ressortissants des pays du Maghreb qui sont touchés par ces mesures de visas obligatoires. Seuls les pays de la Communauté européenne et la Suisse bénéficient désormais de la libre circulation aux frontières françaises. À partir de demain, les visas sont rétablis dans certaines conditions entre la France et les pays du Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc. Pour les résidents en France, titulaires d'une carte valable plus d'un an, circulation libre. Visa obligatoire en revanche pour les non-résidents. Visa obligatoire également pour les résidents en France pour une période de moins d'un an. Jusqu'à fin octobre, ces visas seront délivrés sur place, au passage des frontières. Après cette date, les formulaires seront délivrés par les consulats de France à l'étranger. Conséquence de cette mesure temporaire, l'Algérie, elle aussi, demande un visa aux touristes français. Pour le Maroc et la Tunisie, en revanche, rien de changé. La seule carte d'identité française ouvre toujours la frontière de ces deux pays. Seul des trois pays du Maghreb, l'Algérie a donc pris une mesure parallèle de visa obligatoire pour les Français. Alors voici les explications de l'ambassadeur d'Algérie en France, M. Abdelhamid Merhi. L'Algérie a toujours appliqué la réciprocité dans ce genre de relations avec tous les États. Et deuxièmement, c'est que ça a été fait en concertation avec le gouvernement français. Aussi bien l'acceptation de l'instauration d'un visa provisoire que la réciprocité que l'Algérie applique. Et alors l'établissement de visas entre la France et les pays maghrébins, comment est-ce qu'un pays comme l'Algérie réagit à cette mesure? Est-ce que l'Algérie comprend la mesure française? Nous comprenons très bien qu'il y a des circonstances particulières et que le gouvernement français a été dans l'obligation de prendre des mesures de conservation, des mesures temporaires bien sûr. Nous avons le souci quand même de sauvegarder les accords qui nous lient en matière de déplacement de personnes, parce que c'est très important dans les relations franco-algériennes. Nous comprenons que cela est nécessaire pour une période. L'un des candidats à la succession d'Yvon Gattaz à la tête du Conseil national du patronat français multiplie les interventions pour définir ses objectifs, un peu comme dans une campagne électorale nationale. Ce candidat, c'est Yvon Chotard. Il était l'invité du forum de RMC. Il a évoqué la croissance économique et l'emploi, et puis très nettement déclaré qu'il était en faveur de la suppression du SMIC. Monsieur Chotard. Dans un régime libéral, il faut que les salaires soient négociés librement. Le SMIC ne correspond pas à cela. Le SMIC est une intervention de l'État, donc le SMIC n'est pas compatible avec un régime libéral. Les salaires doivent être librement négociés. Le SMIC est une intervention de l'État qui va quelquefois au détriment de l'emploi. Il conviendra donc, à un moment donné, de revoir de quelle manière reprendre
d'autres méthodes pour modifier ce SMIC. Le règlement, c'est le règlement. L'administration interprète les textes à sa manière. Un jeune homme qui avait été atteint d'un cancer, qui avait combattu sa maladie, qui est en bonne santé, vient de se voir refuser un emploi par la préfecture de police de Paris. Explications et reportages, Agnès Poirier, Jean Corneille. Farid ne sera pas inspecteur de salubrité, un emploi qui consiste à vérifier la sécurité des lieux publics. Pourtant, il a bien été admis au concours, mais parce qu'en 84, il a été soigné avec succès pour une tumeur cancéreuse au fémur, on lui interdit aujourd'hui de travailler dans l'administration. Il a été déclaré inapte à cause des séquelles de cette tumeur et de l'examen histologique donc de la tumeur cancéreuse. Mais vous n'avez gardé aucune séquelle? Je n'ai aucune séquelle, je boite un tout petit peu, mais je travaille dans un collège à Vassy, exactement. Je travaille tout à fait normalement, j'ai une vie tout à fait normale depuis 2 ans sans aucun traitement. Et les médecins me reconnaissent officieusement guéri, sont à peu près certains que je n'aurai aucune récidive, mais malheureusement ne peuvent pas me donner de certificat de guérison. Vous avez été reconnu physiquement inapte. Le médecin-chef de la préfecture de police, l'administration qui emploie les inspecteurs de salubrité, a donc tranché. Au vu des certificats, sans même une visite médicale. Pour les médecins qui ont soigné Farid, il est en bonne santé et peut rentrer dans l'administration. Le nouveau texte de loi demande seulement qu'il y ait une aptitude physique à l'emploi postulé. Et il n'y a a priori pas de raison pour que Farid, à partir du moment où son aptitude physique répond à l'emploi demandé, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas obtenir cet emploi. Une médecine qui progresse de jour en jour, mais des textes de loi qui ne suivent pas ou qui ne sont pas appliqués. Comment vivre après un cancer? Ici, à la Ligne Bleue, cette association qui aide les personnes atteintes ou guéries d'un cancer, ils sont des centaines dans le cas de Farid. Le cancer, c'est une chose trop horrible pour les laisser comme ça après dans la nature. Vous savez, je crois que ça sert à rien de soigner les personnes atteintes d'un cancer. Il faut se le dire. Si c'est pour les laisser vivre avec 1400 francs par mois, ou ne pas retrouver de travail, ou ne pas s'assurer, ou ne pouvoir rien faire, eh bien on se met des médailles pour rien au niveau de la recherche. Ça sert à rien. On se bat avec la recherche pour pouvoir redonner la vie aux personnes atteintes d'un cancer. Mais non seulement la vie, une vie digne. Ce travail, ça représentait pratiquement tout pour moi. Ça me faisait entrer vraiment dans la vie active de plein pied. Et on m'empêche de réaliser ce rêve, entre guillemets. Et donc j'ai l'impression qu'on me barre presque l'entrée dans la société, qu'on m'exclut de la société, à la limite. Farid a décidé de se battre. Il va déposer des recours et attendre. Attendre qu'on l'autorise enfin à exercer le métier qu'il a choisi. L'écrivain, le linguiste Georges Dumézil, spécialiste de la mythologie comparée, est décédé hier à l'âge de 88 ans. Il est peu de dire qu'il a révolutionné l'étude des civilisations. Georges Dumézil était universitaire, membre du Collège de France et de l'Académie française. Au mois de juillet 1986, Bernard Pivot avait consacré son émission à Georges Dumézil. Ce soir, à 22h10, Antenne 2 modifie exceptionnellement ses programmes et rediffuse cet entretien. Voici un extrait des propos de Georges Dumézil, le moment où il analyse notre époque. J'ai l'impression d'une effroyable décadence, à d'autres points de vue d'un progrès sans borne. J'attends la fin du monde. Non, c'est ce que je dis là a l'air idiot, mais c'est vrai, c'est pour la première fois qu'une espèce animale a la possibilité de se détruire. Elle s'en servira. Elle s'en servira. Le jour où des bombes effroyables seront miniaturisées comme tout le reste, seront dans la poche d'un Kadhafi ou d'un Khomeini, il s'en servira. Inévitablement. Vous savez, je voudrais mourir comme Socrate, hein, il ne savait pas ce qui l'attendait. Il dit de deux choses. Ou bien ce sera un sommeil éternel, et qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que le sommeil en ce monde? Ou bien j'irai aux Champs-Élysées et je parlerai avec Homère. Bah, je ne crois pas parler avec Homère, je crois plutôt au sommeil total, mais je verrai. Ce sera ce soir à 22h10 sur Antenne 2, Bernard Pivot, Georges Dumézil. Sport, stade de deuxième, bonsoir Gérard, nous avons un invité, Henri Michel, on parlera football tout à l'heure. On part tout de suite de Formule 1 parce qu'il y a le Mexique dans quelques minutes. Hein. Oui, dans 15 minutes exactement, le départ du 15e et avant-dernier Grand Prix de la saison sur le circuit Ricardo Rodriguez de Mexico, à plus de 2000 mètres d'altitude. Senna est en pole position, c'est la 15e fois de sa carrière. Tout peut se jouer ce soir pour le championnat du monde. Donc le départ dans 15 minutes, avec un petit peu de chance, ce sera avant la fin de ce journal. On le verra en direct, on attendra pour cela. Alors je propose Claude de commencer ce stade de deuxième avec du tennis. D'accord. Avec la victoire.
Forget. Voilà, bravo Forget, bravo. C'est vraiment bien, c'est bien. Oui, spécialiste du double, eh bien cette fois en simple, il a gagné le premier Grand Prix de sa carrière en gagnant cet après-midi à Toulouse en battant le Suédois Gunnarsson. Commentaire de la meilleure raquette de l'équipe des sports, Daniel Cazal. Duel de serveurs au Palais des Sports de Toulouse où Forget et Gunnarsson ont servi des aces à tour de rôle. À ce petit jeu, c'est le Français qui l'a emporté, même s'il a dû concéder la première manche 6 jeux à 4 à un Suédois qui retournait très bien et qui se montrait très adroit dans ses enchaînements service-volés. Dans le deuxième set, Forget réagissait très bien. Gunnarsson essayait de le bousculer en prenant le filet, mais le Français ne se laissait pas impressionner et réussissait d'excellents passing shots de revers. Sur son service, Forget montrait qu'il n'avait rien à envier à son adversaire dans l'enchaînement service-volé. Gunnarsson s'entêtait à mal construire son point et à monter au filet sur des coups hasardeux. La sanction était immédiate. Forget enlevait le deuxième set 6-3 sur un service que contestait Gunnarsson. Dans la dernière manche, Gunnarsson continuait à s'exposer au passing de Forget, si bien que le Français s'emparait à 2 reprises du service du Suédois. Forget se détachait par 5 jeux à 2 avec son service à suivre. Réussissant là encore un excellent passing. Le Français l'emportait sur la 3e balle de match, 4-6, 6-3, 6-2, succédant à Yannick Noah au palmarès de Toulouse. Parfait. Le compte Forget, ça se porte bien quand même. Hein? Oui, très bien, Tulane. Bon, on passe au football avec une question. Les Français ont-ils mal joué ou les Soviétiques ont-ils mieux joué? Je crois qu'il y avait les deux choses. Je crois que pendant une mi-temps, les deux équipes sont restées à égalité, 0-0, parce que les deux équipes ont bien joué. Et puis les Soviétiques ont appuyé sur l'accélérateur et les Français ont un peu craqué physiquement. Ils jouaient bien quand même, les Soviétiques. Parfaitement. Techniquement, tactiquement, physiquement, de bout en bout. Et au Mexique, ils auraient dû aller plus loin en plus. Oui, c'est vrai qu'il y a eu 2 fautes d'arbitrage contre les Belges. Donc hier soir, les Français sont passés au rouge, les Bleus sont passés au rouge, au Parc des Princes, dans le match de qualification comptant pour le championnat d'Europe des Nations. Un championnat d'Europe qui se disputera en Allemagne en 88. Les Français ont perdu 2-0 face aux Soviétiques. Une équipe du RSS qui a vraiment impressionné. Alors, nous allons revoir les 2 buts marqués hier soir par les Soviétiques. Nous sommes maintenant en 2e période. Et après 12 passes successives de la part des Soviétiques, la balle pour Zavarov et puis Belanov du plat du pied au centre du but de Joël Batz. Le voilà Belanov, il a bien raison d'être satisfait car avant il y a eu un très joli jeu collectif. Corner pour les Soviétiques, nous sommes maintenant à la 78e minute de jeu, Batz récupère, Fernandez relance assez mal, il se fait prendre la balle, Tigana n'arrive pas à s'en saisir, les Russes repartent par Kuznetsov, Chivadze, ensuite le même, c'est-à-dire Yakovenko et Zavarov. Et puis ça se termine par un tir du gauche de Ratz. Les Soviétiques mènent et terminent le match en gagnant à 2-0. Voilà, le gauche de Ratz qui bat Batz. Et Ratz avait mis un superbe but aussi. Pendant la Coupe du Monde. Très très bien. Henri Michel, bonsoir. Quand vous êtes arrivé, je vous dis bonsoir, comment ça va? Vous faites non, ça va pas. Alors ça va pas du tout. Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content contre vous ou contre vos joueurs? Ni contre moi, ni contre les joueurs. Je crois que l'équipe de France a des titres maintenant, a un passé, se doit d'être présente dans les compétitions. Et quand on perd un match chez soi dans les éliminatoires du championnat d'Europe, eh bien, disons que les chances sont compromises. Maintenant, il en reste une petite, il faudra la jouer à fond. Mais au-delà du résultat lui-même, c'est peut-être la manière qui nous convient pas tout à fait. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas perdu à Paris, c'est la première fois que nous perdons. Pendant une mi-temps, nous avons réussi à maintenir cette équipe soviétique, et vous l'avez souligné, qui a fait une superbe partie. Après, bien, ils nous ont un peu usés, et physiquement, nous avons plongé, et disons que le résultat est tout à fait logique. Henri, très honnêtement, entre nous, est-ce que vous avez le pouvoir et l'envie de dire à certains joueurs, c'est fini l'équipe de France?
Je veux même parler des grands noms. Est-ce que vous pouvez dire, vous, à Michel Platini, eh bien non, je ne te sélectionne pas? Bien, j'en ai le pouvoir, si je mettrai le pouvoir entre guillemets, mais je crois et je tiens à une conduite que j'ai toujours adoptée. Je pense que le meilleur moyen de faire poursuivre cette aventure qui dure depuis un bon moment et les résultats exceptionnels qu'a eu ce groupe et cette équipe de France depuis pas mal d'années, c'est de permettre à des jeunes joueurs de s'affirmer, de prendre confiance et d'acquérir une certaine expérience. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'être encadré par des grands joueurs et d'anciens qui, eux, ont cette expérience-là. Et je pense que Michel Platini fait partie de ces gens-là. Alors, il était là pour ce match contre l'URSS. Nous avons un engagement oral tous les deux pour une saison. Oui, mais s'il n'est pas en forme pour le prochain match contre la RDA, par exemple? Eh bien, ce sera à moi à décider de savoir si je le sélectionne ou pas. Alors, la dernière question, c'est si l'équipe de France n'est pas qualifiée pour le championnat d'Europe en 88, vous démissionnez? Non, je ne me pose même pas la question comme ça. Le problème est de savoir si l'équipe de France va continuer et va se maintenir au plus haut niveau dans la hiérarchie européenne ou mondiale, ce qui est exceptionnel pour un pays comme la France au niveau football. On a pataugé un peu pendant pas mal d'années et puis on est parvenu à d'énormes résultats. Alors je crois qu'il faut essayer de continuer ça. Je crois qu'il y a du travail qui est fait à tous les niveaux, que ce soit dans la masse, que ce soit au niveau de l'élite. Je crois qu'il faut continuer cette chose-là et pour continuer, eh bien, il est évident qu'il faut un renouvellement de l'équipe, mais on ne peut pas faire tirer un trait d'un seul coup sur un groupe, sur une équipe, sur des joueurs. C'est une transition entre guillemets aussi, je dirais. J'ai une autre question à poser à Henri Michel. J'ai entendu des joueurs dire qu'ils s'étaient peut-être un peu fatigués par un début de championnat qui était beaucoup trop chargé. Alors est-ce que vous avez le pouvoir, je reprends l'expression de Gérard Ross, de modifier le calendrier? Il y a moins de clubs en première division, moins de matchs. C'est la question qui est souvent posée, que les clubs posent, que la fédération se pose, que la Ligue nationale se pose, c'est de savoir comment on peut faire pour améliorer la compétitivité, que ce soit de nos clubs, de notre équipe nationale, pour que notre football aille du mieux possible. Je pense, et je l'ai dit à midi aussi, je crois que si on pouvait réduire le nombre de clubs chez nous, mais ça me paraît extrêmement difficile. Qu'on a eu un début de saison extrêmement chargé, c'est vrai. Il y a un rythme trop chargé, mais les soviétiques aussi ont joué énormément de matchs depuis la Coupe du Monde et ils se sont bien comportés hier. On a eu une semaine, on a donné des faveurs à l'équipe de France aussi pour se préparer une semaine. Enfin, vous êtes plutôt pour un nombre réduit de clubs en première division, quand même? Personnellement, oui, mais je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais je pense qu'au côté sportif et pour étalonner justement et espacer les matchs tout au long de l'année. Merci Henri Michel. Gérard, on voit des buts étrangers peut-être? Si on a le temps, oui, avec Bernard Père, quelques buts des championnats étrangers et aussi d'un autre match comptant pour le championnat d'Europe des Nations, entre la Suède et le Portugal. Bernard Père. Cela s'est passé à Lisbonne cet après-midi. Les Portugais, qui s'étaient privés volontairement de leurs 22 sélectionnés mexicains, affrontaient donc la Suède et les Suédois allaient ouvrir la marque sur cette action par Stromberg. 1-0 donc, mais les Portugais allaient réagir et finalement égaliser par Coelho, ce qui est une excellente performance pour les Portugais, encore une fois compte tenu du fait qu'ils s'étaient privés de leurs 22 sélectionnés. Nous voici en Italie avec le match Fiorentina contre la Juventus. La Juventus qui était leader de ce championnat d'Italie et qui encaisse un but d'entrée par Diaz avec une belle erreur du gardien de but de la Juventus. L'égalisation sera signée Vignola sur cette action, regardez bien. Il va tacler, récupérer le ballon et surprendre le gardien de but de la Fiorentina. Un but partout entre la Juventus et Fiorentina. Et au classement, Naples et Juventus en tête. Bien, le tour de chauffe en ce moment au Mexique, les voitures font leur premier tour pour le Grand Prix de Formule 1, on va peut-être voir quelques images si on peut, et puis sinon on demande à Brigitte Simonetta. Voilà, les voitures sont en train de faire leur tour de chauffe, Gérard. Oui. Brigitte Simonetta, rapidement, une petite météo. Oui, et puis ensuite on reviendra, je vous interromprai au besoin. Hein. D'accord, il est important que je vous signale que l'anticyclone est en train de perdre de l'influence dans sa partie méridionale, ainsi va le temps. Alors regardez, la photo satellite, c'est la dépression méditerranéenne qui est en train de jouer, qui
gagne la partie. Les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ils nous ramènent évidemment les nuages sur le continent. Résultat, sur la carte de demain, des nuages nombreux, des Pyrénées au Roussillon, aux Alpes du Sud, à la Corse, donnant des ondées orageuses. Mais partout ailleurs, les brumes et brouillards se dissiperont rapidement pour laisser place à du très beau temps. Enfin, les températures, elles restent élevées pour la saison, de 16 à 22 degrés sur la moitié nord, de 21 à 25 degrés sur la moitié sud. Demain, lundi 13 octobre, 4 minutes de soleil en moins, il se lèvera à 7h09, se couchera à 18h04, ce sera la Saint-Géraud en fait, pas Gérard, Géraud. Ah bon, c'est dommage parce qu'on se précipitait avec Henri pour embrasser Gérard. Bon, bah, c'est pas Saint-Gérard, tant pis. Ça y est, ils ont fini leur tour de chauffe. Voyons l'image de ce départ de Grand Prix de Formule 1 du Mexique. Avec Gérard. à gauche, donc la voiture noire, la Lotus, c'est Senna. À droite, c'est Piquet. Juste derrière, donc Senna, il y a Mansell sur la Williams. Et Berger est juste derrière Piquet. Le feu, il n'est pas encore allumé, le feu rouge, le voici. Quelques secondes, donc Mexico, il y aura 65 tours à faire. Et c'est le départ avec Senna pour l'instant, qui a pris la tête devant Piquet, Berger. Prost est en 4e position, derrière ça se bouscule un peu. Il y a deux attardés qui sont Allenberg avec la Osella et Ghinzani avec l'Alfa Romeo. Senna au premier virage, c'est une longue ligne droite, la ligne droite de Mexico, sur ce nouveau circuit. Vous savez que les Formule 1 ne sont pas revenus ici depuis 1970. Un circuit très bosselé, hein, difficile. Hein, très poussiéreux, mais d'ailleurs on le voit sur ces images, et très bosselé. Et je pense que là on devrait voir les suspensions des voitures, vous le voyez. Elles ne sont pas très bien suspendues, les Formule 1. Et donc là, Piquet a pris la tête dès le deuxième virage devant Senna. Donc pour l'instant, vous avez pu voir Prost? Nelson Piquet, je crois que je l'ai vu en 4e position. Voilà. Nelson Piquet est en tête devant Senna, Berger, Alain Prost. C'est la Ferrari c'est laquelle celle-ci? C'est Alboreto. Et là, c'est la Lola, à mon avis, c'est Patrick Tambay ici qui est sorti. La Lola Ford de Patrick Tambay. Donc pour l'instant, la Williams Honda de Nelson Piquet est en tête, le voilà. Ayrton Senna juste derrière, Gerhard Berger, Alain Prost, la Ferrari de Johansson. Et puis toutes les autres, Rosberg qui passe ici, l'autre Lola, la Minardi. Un circuit donc de 4 km avec 65 tours à couvrir. Et apparemment pas de gros incidents en dehors de la sortie de piste. Non mais c'était intéressant de voir avec vous le départ en direct de ce Grand Prix de Formule 1 du Mexique. Avec peut-être, si c'est une victoire de Mansell, un titre pour Mansell. Ah oui, ça sera terminé pour Alain Prost. J'ai encore le temps de vous dire qu'il y avait un tiercé cet après-midi à Longchamp. L'arrivée 2, 18, 17. Vous allez peut-être voir les rapports qui sont très importants. 2, 18, 17. Si on peut donner les rapports sur cette arrivée du tiercé aujourd'hui à Longchamp. 2, 18, 17. 31 537 francs et dans un ordre différent, 4 576 francs 50. Le dernier journal, ce sera à 23h20 avec Bernard Pradino qui reviendra donc sur ce Grand Prix du Mexique avec l'arrivée. Puis demain, Télématin, 6h45, 13h, Noël Mamère, 18h30, C'est la vie en direct de Bordeaux et à 20h, Bernard Rapp. Bonsoir, merci.